Dans un parc canadien gelé, caché sous d'épaisses couches de glace, des scientifiques ont découvert un squelette bizarre qu'ils ont baptisé le dragon gelé. Le squelette se trouvait dans la glace depuis des millions d'années. Il a fallu des décennies aux experts pour déterminer l'espèce de cet étrange fossile. Il a été identifié comme un nouveau genre de ptérosaures. Ces derniers étaient d'énormes reptiles volants dont l'envergure des ailes dépassait les 5 mètres. Leur tête faisait 3,5 fois la taille de leur corps. Les ptérosaures vivaient il y a 76 millions d'années. Ils planaient alors au-dessus des dinosaures. Les scientifiques les ont décrits comme les animaux les plus grands, les plus méchants et les plus bizarres qui aient jamais volé. Le nouveau genre a été nommé Cryodracon boreas, ce qui se traduit par dragon gelé des vents du Nord. En 2013, un jeune alpiniste escaladait l'une des plus hautes montagnes d'Europe occidentale, le Mont Blanc. Il a remarqué une étrange boîte métallique qui dépassait de la neige. L'alpiniste a forcé la boîte et a découvert qu'elle était remplie de rubis, d'émeraudes et de saphirs précieux. L'alpiniste a immédiatement remis la boîte aux autorités. On a découvert que la boîte appartenait probablement à un passager de l'un des 2 vols en provenance d'Inde qui se sont écrasés sur la montagne il y a plus de 50 ans. La boîte a été évaluée à plus de 200 000 $ et les autorités sont toujours à la recherche de l'héritier de la petite boîte de trésor. En 2007, dans le nord-ouest de la Sibérie, un éleveur de rennes faisait une sortie avec ses fils lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange dans la glace. L'homme a réalisé qu'il s'agissait d'un jeune mammouth congelé et a immédiatement contacté le musée local. Ce petit, baptisé Liuba, était la momie de mammouth la mieux conservée au monde au moment de sa découverte. Liuba était dans la glace depuis 41 800 ans et est âgé d'environ 30-35 jours. Du tronc à la queue, ce bébé mammouth mesure à peu près la même taille qu'un gros veau. Si tu souhaites le voir, Liuba voyage dans les musées du monde entier. Sur le continent gelé de l'Antarctique, recouvert de couches de glace et de neige, se trouve le mont Erebus, un volcan gelé. Celui-ci a été découvert au milieu d'une éruption en 1841 par des explorateurs en expédition dans l'Arctique. Il mesure plus de 3657 mètres de haut et est actif depuis 1,3 million d'années. Au centre du volcan se trouve un énorme cratère rempli de grands volumes de lave en fusion. Le volcan subit des explosions occasionnelles, ce qui signifie qu'il est classé dans la catégorie des éruptions continues. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ces éruptions car elles sont généralement de faible ampleur. En 1991, 2 randonneurs traversaient les Alpes italiennes lorsqu'ils sont tombés sur un corps qu'ils ont supposé appartenir à un randonneur qui s'était perdu récemment. Le duo a redescendu la montagne pour rapporter leur malheureuse découverte. Une fois les restes récupérés, il est devenu évident que le corps n'était pas du tout récent. Les scientifiques ont déterminé que l'homme des glaces avait plus de 5000 ans et l'ont nommé Ötzi. La découverte ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient vu auparavant, car le corps était très bien conservé. Pendant des années, Ötzi a été étudié par des scientifiques qui ont découvert que nos ancêtres avaient beaucoup plus en commun avec nous que nous ne le pensions auparavant. Ötzi était couvert d'art corporel à base d'encre. Les recherches effectuées sur le contenu de son estomac ont révélé que son dernier repas était de la viande séchée, semblable au bacon que nous mangeons aujourd'hui. Ötzi a au moins 19 parents vivant aujourd'hui quelque part en Europe centrale. Des scientifiques étudiaient d'anciens terriers d'écureuils en Sibérie lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose d'intéressant. L'un des écureuils avait caché de précieuses graines dans les profondeurs du sol. Les graines étaient enfermées dans la glace depuis 32 000 ans. Les graines étaient issues de la fleur Silene stenophila, qui avait disparu depuis longtemps. De manière incroyable, les scientifiques ont pu récupérer des tissus végétaux à l'intérieur des graines et faire pousser une culture entière de celles-ci. Ils ont depuis réintroduit cette fleur disparue dans des habitats naturels du monde entier. En 1930, une équipe de scientifiques norvégiens a navigué autour de l'océan Arctique pour mener des recherches sur les mers et les glaciers. Ils ont atteint White Island, une terre dangereuse et glacée sur laquelle aucun humain n'avait mis les pieds auparavant. C'est du moins ce qu'ils pensaient, car les scientifiques ont été choqués de découvrir le bout d'un petit bateau qui dépassait de la neige. Gelés à l'intérieur du bateau, ils ont trouvé du matériel scientifique et divers objets personnels, dont une veste portant le monogramme S.A. André. Ils avaient découvert l'épave de la célèbre expédition arctique d'André en ballon.
En 1897, les explorateurs suédois, sous la direction d'André, ont tenté de se rendre au pôle Nord à l'aide d'un ballon à hydrogène. Personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Les gens ont découvert ce qui leur était arrivé seulement lorsque l'épave a été découverte 33 ans plus tard. Il s'avère que le ballon s'était écrasé sur White Island 2 jours seulement après leur départ de Suède. Les explorateurs ont longé l'île sur un petit bateau de fortune mais n'ont pas pu aller plus loin. Le mammouth laineux le mieux conservé qui ait jamais été trouvé a été découvert dans une zone de permafrost en Sibérie en 2010. Les scientifiques ont baptisé ce mammouth congelé Yuka, du nom du petit village situé à proximité de l'endroit où il a été découvert. Yuka a été congelé pendant 39 000 ans et on pense qu'il était âgé de 6 à 8 ans. Comme il a été si bien conservé, Yuka a été étudié pendant des années et a fourni de nouvelles informations sur les mammouths. En 2019, des scientifiques ont déclaré qu'ils étaient capables d'activer des cellules prélevées dans les tissus du Yuka. Peut-être qu'un jour nous aurons des mammouths laineux qui parcourront la Terre. En regardant des photos et des vidéos de l'Antarctique, on a l'impression que le continent est glacé, couvert de neige et à plat, à l'exception de quelques petites collines. Les scientifiques le croyaient ça aussi. En étudiant les montagnes Gamburtseff au début des années 2000, ils ont été choqués de découvrir que les petites collines rocheuses étaient en fait le sommet d'une gigantesque formation montagneuse sous 1 km de neige. Grâce à une technologie radar, les chercheurs ont découvert que les montagnes mesuraient en réalité près de 3000 mètres de haut et s'étendaient sur 1250 km. C'est à peu près la même taille que les Alpes européennes, mais cachées sous des tonnes de glace et de neige. Dans une mine d'or en Sibérie, un homme d'affaires examinait une rivière voisine lorsqu'il a remarqué quelque chose d'intéressant dans le gel. Il s'agissait d'un petit rhinocéros laineux qui a été nommé plus tard Sacha. Ces animaux ont disparu depuis 15 000 ans. On pense que Sacha a dû être figée dans la glace pendant 39 000 ans. Elle est unique car c'est le seul rhinocéros laineux dont le corps entier a été découvert. Les glaciers autour de la ville de Pelo, dans le nord de l'Italie, ont commencé à fondre. Des artefacts datant de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles, ont été découverts en train de sortir de la glace. Des effets personnels de soldats ont été trouvés, comme des journaux intimes, des photographies et même des lettres d'amour. Les historiens ont même découvert une cabane entière préservée sous la glace. Celle-ci était remplie de casques en métal dur et de vêtements. En 1845, Sir John Franklin s'est embarqué dans une expédition malheureuse vers le pôle Nord. L'équipage se déplaçait sur 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, baptisés de manière ironique. L'expédition a été un désastre et les 2 navires se sont perdus dans les eaux glacées. En 2016, le HMS Terror a été découvert par une équipe de chercheurs. Bien qu'il ait été perdu pendant 170 ans, les eaux glaciales avaient maintenu le navire dans un état impeccable. Les scientifiques ont décrit le navire comme étant gelé dans le temps. Les assiettes et les verres étaient encore sur les étagères, les lits et les bureaux étaient encore en ordre et même les bagages des passagers semblaient être en bon état. Le HMS Erebus a également été découvert à proximité, mais en raison des conditions changeantes de l'eau, le navire, lui, n'était pas en très bon état. La glace qui entoure un passage de montagne en Norvège, traditionnellement utilisé par les Vikings, a révélé des centaines d'artefacts anciens. L'un de ces artefacts était une boîte en bois géante fermée et soudée. Les chercheurs étaient fous de joie à l'idée d'ouvrir cette boîte. Ils pensaient qu'elle serait remplie de trésors vikings ou d'artefacts qui nous donneraient un aperçu de cette ancienne société. Mais lorsqu'ils ont ouvert la boîte, tout ce qu'elle contenait était une vieille bougie en cire d'abeille. Il s'avère que cette boîte n'était en fait pas aussi ancienne qu'ils le pensaient. En analysant la bougie, ils ont découvert que la boîte datait du XVIIe siècle. L'ère des Vikings s'est terminée au XIe siècle. Il est probable que la boîte avec la bougie appartenait à un fermier qui l'expédiait de sa ferme d'été à sa ferme d'hiver pour éclairer les longues nuits. On a tous eu peur du noir à un moment de notre vie. Pas vrai? Te rappelles-tu te faire border par l'un de tes parents après qu'il t'ait lu un conte de fées effrayant avec des monstres, des dragons ou même des dinosaures? Quand ils étaient sur le point d'éteindre la lumière et de sortir silencieusement de ta chambre, tu t'en souvenais. Et s'il y avait quelque chose de caché sous ton lit? Ou pire, si une créature effrayante était cachée dans le placard? Tu pouvais te lever et vérifier, mais il faisait bien trop sombre. Ne serait-il pas formidable d'avoir une source de lumière qui viendrait de l'intérieur de notre corps et qu'on pourrait utiliser à volonté dans le noir?
Malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire ça. Mais il existe plusieurs créatures qui peuvent s'éclairer elles-mêmes. C'est grâce à un petit truc que les scientifiques appellent la bioluminescence. Les animaux vivant dans la mer ont plus souvent tendance à avoir ce talent que les autres. Et on peut trouver ces créatures n'importe où, près de la surface ou au fond des océans, à 4000 mètres de profondeur si tu aimes les chiffres. Ces créatures utilisent leur lumière pour faire de nombreuses choses, comme communiquer avec les autres membres de leur espèce, attirer des proies ou effrayer leurs ennemis. La bioluminescence est la capacité d'un organisme à émettre sa propre lumière grâce à la chimie. Ces animaux utilisent essentiellement deux substances, l'une appelée luciférine et l'autre luciférase. Ajoute un peu d'oxygène et boum, ça fait de la lumière. Si tu te demandes si quelqu'un a jeté un bâton lumineux dans l'océan, regarde si cette lumière est bleue, verte ou même rouge. Elle est même généralement répartie sur une grande surface ressemblant parfois à des paillettes ou à un ciel étoilé. Cette atmosphère romantique est due aux calmars, aux petits crustacés et aux algues. J'ai un autre phénomène inhabituel pour toi. Que dirais-tu d'une chute d'eau dorée ? Sérieux, ça existe vraiment, et c'est un phénomène naturel. Pour la voir, il faut aller au parc national de Yosemite, à Horsetail Fall. Assure-toi de planifier ton voyage en hiver ou au début du printemps, car c'est le seul moment de l'année où tu pourras voir cet impressionnant phénomène. Il n'y a pas besoin d'explications scientifiques. Ce n'est rien d'autre que la lumière du soleil, au crépuscule, qui illumine la chute d'eau de telle manière qu'elle prend l'apparence d'une rivière de lave. Ou d'or, à toi de voir. C'est la raison pour laquelle, à cette époque de l'année, cette chute d'eau est également appelée la chute de feu. Malheureusement, ce phénomène devient de moins en moins visible avec les années, principalement à cause de la sécheresse et d'autres problèmes liés à la fonte des neiges. Donc si tu t'y rends, garde toujours un œil sur la cascade, car l'effet est très bref. As-tu déjà entendu parler d'un orage sale ? C'est ce qu'on appelle aussi la foudre volcanique. Apparemment, les spécialistes qui étudient ce phénomène n'ont pas encore bien cerné de quoi il s'agit. Lorsqu'un orage ordinaire se produit, des particules de charge positives et négatives entrent en collision, créant une étincelle géante que nous appelons éclair. Cela produit aussi beaucoup de bruit, le tonnerre. Mais quand un volcan entre en éruption, certaines particules de cendres volcaniques se chargent électriquement. Étant projetées dans les airs avec une force énorme, elles entrent en collision et provoquent des décharges électriques. Ceci donne l'impression qu'il y a des éclairs provenant du volcan lui-même. Imagine toutes ces cendres, ces gaz et cette fumée sortant du cratère et ajoute-y des éclairs. L'ensemble est vraiment spectaculaire. Maintenant, que penses-tu de nuages qui ressemblent à des vagues ? On les appelle asperitas. Ils sont généralement assez proches du sol, contrairement aux nuages habituels. Leur nom vient du latin aspero, qui se traduit par rêche ou inégal. En de rares occasions, on peut voir de tels nuages par temps calme. Ils sont surtout associés aux orages. Ces nuages apparaissent lorsque les conditions atmosphériques sont instables et étonnamment, ils ne produisent pas de pluie. Même s'ils ressemblent à des nuages d'orage, ils créent également des motifs aléatoires, trompant nos yeux en leur faisant croire que nous regardons la surface de la mer depuis le fond de l'eau. D'autres nuages impressionnants sont les mammatus. Ce qui les rend si particuliers, c'est une série de renflements émergeant de la base de chaque nuage. Quand ces nuages atteignent un niveau de l'atmosphère où la direction du vent change, ils forment ces motifs ressemblant à des vagues dans le ciel. L'Australie est l'endroit idéal si tu aimes le surf. Mais toutes les vagues que tu verras là-bas ne sont pas faites d'eau. Près d'une ville appelée Hayden, il y a une mystérieuse vague faite de roches. Cette formation granitique remonterait à 2,63 milliards d'années. C'est bien avant que les dinosaures ne commencent à fouler notre planète. D'une hauteur de 15 mètres et d'une largeur de 110 mètres, cette vague s'est formée à la suite de deux processus. La météorisation et l'érosion. Des sédiments tout mous se trouvaient à la base de Wave Rock ont été altérés par les eaux souterraines. Les vents et les pluies ont fait le reste du travail, provoquant l'érosion du reste de la formation.
Ces rayures rouges, jaunes et grises sont constituées d'hydroxyde de fer, de carbonate et d'autres composés chimiques qui ont été emportés par la pluie. Maintenant que tu es en Australie, il y a un autre endroit qui semble irréel, mais il faudra le survoler si tu veux obtenir la meilleure photo. Dans la partie occidentale du pays, entourée de forêts vertes, se trouve une série de lacs. Ils sont tous d'une stupéfiante couleur rose vif. Le plus célèbre d'entre eux est le lac Hillier. Un réservoir d'eau de 600 mètres de long, il est entouré de sable et d'une forêt d'eucalyptus. Cela fait encore plus ressortir sa teinte cartoonesque. L'une des nombreuses théories expliquant la couleur de ces lacs mystérieux est liée aux algues. Ces dernières semblent comporter des taux élevés d'une substance appelée bêta-carotène qui contient un pigment rouge-orange. Une autre explication implique des halobactéries, des micro-organismes qui ont parfois une couleur rouge. Des fois que tu n'aimes pas voler, ces lacs sont également parfaits pour s'y baigner. Ils ne sont pas toxiques même s'ils contiennent beaucoup de sel. Cela signifie que tu peux y flotter facilement et l'eau n'abîmera pas ton maillot de bain. En hiver, dans le nord du Canada, un phénomène étrange se produit au lac Abraham, dans l'Alberta. Sous la surface gelée, on peut apercevoir des formes bizarres ressemblant à des méduses congelées. Ce n'est absolument pas le cas, car ces formations effrayantes ne sont que des bulles de méthane gelées. Ce sont des poches de gaz qui ont été piégées sous l'eau après que le lac est gelé. Elles apparaissent lorsque des feuilles et de l'herbe tombent dans l'eau et que des bactéries se dégradent. Ce processus les transforme en méthane. Ce phénomène est aussi beau qu'il est dangereux, car ces poches de méthane peuvent facilement s'enflammer. Quand les températures remontent au printemps, la glace fond et ces bulles commencent à éclater et à pétiller. C'est très spectaculaire à observer. Imagine un lac de soda. Rappelle-toi simplement de ne pas apporter la moindre source de feu. Cela peut être dangereux pour les visiteurs. On peut observer ce type de lac dans tout le parc national de Banff, au Canada. La nature a souvent tendance à faire sa propre musique. Il suffit d'écouter le son des grillons la nuit ou le bruit apaisant d'une chute d'eau. Mais dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, un étrange phénomène géologique porte les vocalises de la nature à un tout autre niveau. Ces rochers s'appellent les Ringing Rocks. Et les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer leur comportement inhabituel. Si on frappe ces pierres avec un objet lourd, comme un marteau ou une autre pierre, elles émettent un tintement comme si elles étaient creuses. Mais elles ne le sont pas du tout. Ce qui rend les Ringing Rocks encore plus étranges, outre le son mystérieux qu'ils émettent, c'est qu'aucun animal ne veut s'y attarder, même si ces rochers sont entourés d'une épaisse forêt. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à déceler la moindre activité animale dans la région. Ce qui est encore plus frappant, c'est que malgré tous les arbres qui les entourent, on ne trouve aucune feuille sur ces rochers. La raison pour laquelle ces rochers sont si peu attrayants pour les animaux et la végétation reste un mystère. Les scientifiques font chaque jour des découvertes qui changent le monde, mais même eux peuvent être confrontés à des mystères insolvables. Voici 10 choses qui ont pu déconcerter les chercheurs. Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement à basse fréquence et que personne ne puisse en définir la source. Environ 4% de la population mondiale affirme entendre le hum. C'est un son sans lien avec la région où il se produit. Et on veut dire par là que des gens du monde entier l'entendent, de sorte que l'on parle parfois du hum de Taos ou de celui d'Auckland en fonction de la région où il se fait entendre. Ce son se situe juste au seuil de l'ouïe humaine. Les gens disent l'entendre moins lorsqu'ils se trouvent en extérieur, alors qu'il devient plus fort à l'intérieur, et particulièrement la nuit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu ne peux plus t'empêcher de l'entendre une fois que tu l'as perçu. Certains affirment que le phénomène aurait commencé à Londres à l'époque de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, et que ce son de basse fréquence proviendrait en fait de la clameur populaire. Ou pas. Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni, et remontent au milieu des années 1970. Les scientifiques ont diverses théories concernant l'origine du hum et sur la raison pour laquelle seules certaines personnes peuvent l'entendre. Pour autant, ils n'ont pas encore de réponse claire.
Il pourrait se produire lorsque les vagues se déplacent le long du plancher océanique et font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux. Ou bien il pourrait se produire en raison des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Oh, et que dire des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou même de la 5G. L'upsweep est un autre type de son non identifié. Il a été détecté en 1991 dans l'océan Pacifique et ce son est suffisamment aigu pour être enregistré à travers tout l'océan. Les scientifiques entretiennent l'hypothèse que ce son pourrait être lié à l'activité volcanique sous-marine. Il est intéressant de noter que son volume a diminué par rapport au niveau qu'il avait lors de sa première découverte, mais on peut toujours bel et bien le détecter. De plus, il observe un rythme saisonnier et atteint son volume le plus élevé au printemps et à l'automne. Est-ce lié au changement de saison? Personne ne le sait vraiment. Le mystère suivant consiste en un monument de forme conique trouvé dans la mer de Galilée, en Israël. Cette structure sous-marine a été découverte accidentellement par balayage sonar en 2003, mais ses résultats n'ont été publiés qu'en 2013. Le monument pèserait près de 60 000 tonnes et a été submergé par la montée des eaux il y a bien longtemps. Les archéologues demeurent perplexes devant cette découverte, parce qu'ils ne parviennent pas à déterminer son origine, pas plus que sa fonction. Ainsi, cette structure immense et singulière demeure un mystère. Passons à Göbekli Tepe en Turquie. Ce lieu présente l'un des sites les plus importants du monde sur le plan archéologique. Pourquoi une telle importance? Eh bien parce qu'il recèle d'imposantes pierres sculptées vieilles d'environ 11 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, c'est environ 6 000 ans plus ancien que Stonehenge. D'anciennes peuplades ont érigé ces pierres avant même de commencer à maîtriser la métallurgie, l'agriculture ou la poterie. La seule existence de cet endroit va donc à l'encontre de la chronologie des civilisations telles que nous la connaissons, à savoir celle où les gens cultivent d'abord et construisent ensuite. Apparemment, ce n'était pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Quelle était la fonction de ce site ? A-t-il été conçu pour vénérer des forces surnaturelles ? En effet, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du plus vieux temple au monde. Paléodiction Nodosum. Oui, je sais que ça ressemble à une formule magique. Il s'agit en fait d'un fossile vivant trouvé au fond de l'océan. Une créature fabrique bien ses terriers hexagonaux, c'est certain. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à en identifier l'artiste. Qu'entendons-nous par fossile vivant ? Eh bien, Paléodiction Nodosum est une créature dont on pense qu'elle produit un type de terrier presque identique aux fossiles de Paléodiction. Est-ce une sorte de ver qui les a creusés ? Les chercheurs l'ignorent. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire créé par des mouvements géologiques. En parlant de fossiles, jette donc un coup d'œil à ce géant. On le surnomme officieusement Godzillus. Il a été découvert en 2011 par un paléontologue amateur, un scientifique étudiant l'histoire de la vie terrestre en analysant notamment des traces fossiles. Mais revenons à Godzillus. Il mesure près de 2 mètres de long pour 3 mètres de hauteur. Ce fossile est vieux de 450 millions d'années et provient de l'époque où la région de Cincinnati était encore sous les eaux. Il pourrait s'agir d'un tapis d'algues fossilisé, mais certains scientifiques sont d'un avis différent. Voici un immense tunnel découvert en Amérique du Sud. Il serait vieux d'au moins 8 à 10 000 ans. Au début, les chercheurs ont commencé par découvrir quelques terriers colossaux. Ils étaient aussi vastes que soigneusement construits. Les géologues étaient stupéfaits, n'ayant encore jamais vu de telles structures auparavant. Aucun processus géologique connu ne permet d'expliquer leur formation. Les chercheurs connaissent d'ailleurs l'existence de ces terriers depuis les années 1930. Mais à l'époque, ils pensaient que ces tunnels avaient été creusés par des hommes préhistoriques, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'énormes traces de griffes sur les murs et au plafond. Ils ont alors pensé que des espèces aujourd'hui disparues pourraient être à l'origine de ces marques. Et de nombreux géologues croient fermement être tombés sur des terriers de paresseux géants ou de tatous. Cette structure serait donc le plus grand terrier connu de l'ère paléolithique en Amazonie. Pourtant, les experts se posent de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une structure aussi soignée ait pu se former naturellement ? Un chercheur a ensuite découvert une autre grotte étrange. Celle-ci se trouvait à des centaines de kilomètres de l'immense tunnel. Avance rapide. On compte maintenant plus de 1500 terriers de l'ère paléolithique découverts au Brésil.
Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces grottes sont connectées à des tunnels qui mènent parfois à des chambres. Enchaînons avec un phénomène naturel. Et si on te disait que chaque année, surtout en octobre, des boules de feu apparaissent sur le Mékong en Thaïlande? Selon la légende, les boules de feu des Nagas seraient un appel au retour de Bouddha sur Terre, et ce sont les serpents du fleuve qui lanceraient ces appels. Il s'agit d'un mythe, mais qu'en dit la science? Est-ce lié à un gaz inflammable? Il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Ces boules de feu semblent s'élever des eaux et peuvent atteindre une hauteur de près de 300 mètres. Elles s'apparentent à des feux d'artifice, disparaissent très rapidement et scintillent généralement d'une couleur orange ou rougeâtre. Mentionnons aussi quelques légendes au passage. Pourquoi pas après tout? Elles peuvent être passionnantes. Et il serait dommage d'omettre celle qui concerne la cité perdue de l'Atlantide. Comme tu le sais sûrement, la légende voudrait que l'Atlantide ait été submergée par l'océan il y a environ 11 000 ans. Depuis, scientifiques, mais aussi chasseurs de trésors et autres philosophes sont à la recherche de ce monde perdu. La route de Bimini pourrait-elle en être la trace? En 1968, un plongeur a retrouvé d'étranges pierres au large des côtes de l'île de Bimini Nord, aux Bahamas. Ces pierres semblent avoir été fabriquées par l'homme. On dirait qu'elles ont été espacées de façon régulière et posées en rang ordonné. Les scientifiques ont été déconcertés, mais pas pour longtemps. La datation au carbone de ces blocs a révélé que des forces géologiques avaient créé cette route naturellement. Il n'y avait pas de marque d'outils ou de signes indiquant que les blocs avaient été empilés les uns sur les autres. Les recherches se poursuivent, mais les scientifiques pensent en général que ces blocs ont été créés par l'érosion. Je suppose que le scoop de l'Atlantide n'est pas pour demain. Imagine, tu te promènes sur la plage et tu vois des dizaines de pieuvres passer devant toi. En 2017, un groupe de personnes au Pays de Galles a précisément assisté à cela. Pourquoi ces créatures sont-elles sorties de l'océan? Personne ne connaît la réponse. Le groupe a rapporté avoir vu 20 à 30 pieuvres ramper sur le sable. Ils ont bien cherché quelques signes de blessures chez elles, mais n'ont rien trouvé. Pour finir, ils ont déclaré avoir rejeté ces animaux à la mer. Il est intéressant de noter que les pieuvres ont continué à ramper sur le rivage jusque dans la nuit. Les experts disent qu'il est difficile d'être sûr de la raison qui a pu pousser ces mollusques sur la plage sans procéder à un examen physique. Ils spéculent encore sur la raison de ce phénomène rare et singulier. S'agirait-il d'une surpopulation de pieuvres? Une autre étude souligne que plus les pêcheurs s'attaquent aux grands animaux qui se nourrissent de ces pieuvres, plus leur population augmente. C'est peut-être pour cela que ces dernières n'ont d'autre choix que d'aller plus loin pour trouver de la nourriture ou un abri. Mais sans recherches approfondies, il n'y a là que des théories. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'espace. Voici donc une info bonus sur la source jaunâtre de toute vie dans notre système solaire. Les scientifiques ont découvert un nouveau type d'onde à l'intérieur du Soleil. Ces ondes se déplacent dans une direction opposée à sa rotation. De plus, elles se déplacent très rapidement, si rapidement que cela dépasse l'entendement. Les chercheurs ont différentes théories concernant la fonction de ces ondes. S'ils découvrent leur rôle, cela pourrait leur permettre de mieux comprendre les processus qui se déroulent à l'intérieur de notre astre. Des objets étranges et incroyables sont parfois découverts, mais comprendre tout ce que manigançaient nos ancêtres peut s'avérer assez difficile. Surtout quand tout ce que vous avez, ce sont quelques tessons de poterie et des peintures rupestres. Il n'est donc pas si surprenant que même les experts en blouse blanche commettent parfois quelques erreurs. Mais ce n'est pas qu'une question de vaisselle poussiéreuse et de gros cailloux. Parfois, on trouve carrément des restes humains à la tête énorme. Alors, attrapez votre matériel de fouille et retournons dans les temps anciens pour découvrir des sociétés incroyables que les chercheurs ne parviennent toujours pas à expliquer. La Sardaigne peut sembler idyllique aujourd'hui, mais pour être honnête, je n'aurais vraiment pas voulu la visiter il y a 3000 ans. Certaines rumeurs prétendent que d'horribles géants erraient sur cette île à l'époque. On évoque même la découverte de squelettes humains de plus de 4 mètres de haut, bien que personne n'ait jamais apporté de preuves concrètes. Mais ces histoires soulèvent quand même quelques questions, car des choses étranges se sont certainement produites là-bas. En 1974, plus de 5000 fragments d'artefacts en pierre ont été retrouvés dans une partie de l'île, appelée Mont Prama. Mais au lieu d'être exposés dans un musée, on les a enfermés dans un coffre-fort souterrain pendant près de 30 ans.
Cela semble un peu suspect, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont finalement été déplacés en 2005, les scientifiques ont rassemblé les pièces du puzzle pour révéler les statues de 38 géants, chacun mesurant 2,40 mètres de haut. Pas aussi grands que nos squelettes légendaires, mais tout de même assez massifs. On pense que ces statues ont été façonnées par la culture nuragique, qui peuplait cette île il y a bien longtemps. En plus de ces statues, ils ont également érigé plus de 8000 structures de pierre. Peut-être que le peuple des Nurags n'était pas eux-mêmes des géants, mais ils aimaient clairement voir les choses en grand. Nous aussi, d'ailleurs, comme un grand nombre de j'aime sous nos vidéos, ce serait vraiment sympa. Merci d'apprécier notre contenu. Et maintenant, revenons à la vidéo. Vous et moi sommes assez intelligents, mais nous ne sommes peut-être pas les humains les plus futés à avoir jamais vécu. En fait, nous ne sommes peut-être même pas l'espèce la plus intelligente. Depuis 1913, des restes de crânes retrouvés en Afrique du Sud ont suggéré l'existence d'un concurrent potentiellement plus intelligent que nous, baptisé l'homme de Boskop. Cette espèce semblable à l'homme pourrait avoir existé aussi récemment qu'il y a près de 10 000 ans. Leurs crânes suggèrent qu'ils avaient de très grosses têtes, ce qui signifie que leur cerveau aurait pu être jusqu'à 30% plus gros que les nôtres. Waouh! Leur QI moyen aurait ainsi pu atteindre les 149 points, ce qui les placerait parmi les 0,5% des gens les plus intelligents aujourd'hui. Mais si le cerveau des hommes de Boskop était tellement plus développé, pourquoi ne sont-ils plus parmi nous? Eh bien, plus grand ne signifie pas toujours meilleur, vous savez. Nos cerveaux sont beaucoup plus conséquents que ceux de nos cousins primates, principalement dans le cortex préfrontal. Cette partie participe à des tâches complexes comme prendre des décisions, se souvenir des choses à court terme et être conscient de nous-mêmes. Les parties du cerveau qui régissent nos sens et nos mouvements, elles, n'ont pas vraiment beaucoup grandi. Peut-être les Boskops passaient-ils trop de temps à méditer sur le passé plutôt qu'à accomplir des choses pratiques comme la chasse. Mais tout cela n'est que supposition. Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à nos cousins à grosse tête. Certains soutiennent même que les Boskops n'étaient guère différents de nous, les seules preuves étant ces fameux morceaux de crâne. La jungle est immense. Saviez-vous que la forêt amazonienne abritait environ 30% de toutes les espèces de plantes et d'animaux du monde? C'est impressionnant. Cependant, l'histoire d'une espèce humaine locale a longtemps intrigué les scientifiques. La mystérieuse civilisation Khazarabe a vécu ici pendant des centaines d'années, avant de disparaître aux alentours de 1400 après Jésus-Christ. On pensait que l'Amazonie ne comptait que quelques tribus disparates. Mais récemment, nous avons découvert de grandes formes inhabituelles gravées dans le sol et appelées géoglyphes. Ces derniers peuvent s'apparenter à de simples fossés peu profonds. Mais ce sont en réalité les vestiges d'une vaste civilisation qui s'étendent sur 1000-3000 km² et comprennent environ 450 symboles, certains larges de 400 mètres. C'est époustouflant. Ils étaient probablement flanqués de lieux cérémoniels et auraient pu accueillir jusqu'à 1 million d'individus il y a à peine 600 ans. Grâce à de nouvelles technologies, comme le LIDAR, qui utilise un laser inoffensif pour cartographier la forêt sans lui nuire, nous pouvons explorer plus en profondeur. En 2019, le scanner a montré des kilomètres de routes et de sentiers surélevés, et même des pyramides de plus de 20 mètres de hauteur. On a découvert 26 zones de peuplement distinctes, dont 2 mesuraient au moins 100 hectares chacune. Ça représente la superficie de 330 terrains de football. On ignore ce qui est arrivé à la civilisation Khazarabe, mais il n'est pas à exclure que les conquistadors en soient responsables. Peut-être que l'ancienne civilisation la plus déroutante est celle dont nous n'avons jamais réellement trouvé de traces. Oui, je parle bien de l'Atlantide, cette grande cité qui a supposément sombré dans l'océan. Les premières mentions de l'Atlantide nous viennent du philosophe grec Platon, qui évoquait une grande cité proche du détroit de Gibraltar. Mais pendant des siècles, tout le monde a simplement pensé que Platon l'avait imaginé de toutes pièces, comme une version idéalisée de son Athènes natale. Alors pourquoi, environ 12 000 ans après sa disparition présumée, nous demandons-nous encore si elle pourrait avoir existé? Eh bien, au XIXe siècle, Ignatius Donnelly, un membre du Congrès américain,
a écrit un livre donnant 13 raisons pour lesquelles il pensait que l'Atlantide était plus qu'un simple mythe. Puis, en 1965, certaines personnes ont cru avoir réellement retrouvé l'Atlantide en découvrant la structure de Risha, un dôme géologique massif de 40 km de diamètre en Mauritanie. Il est si grand que l'on ne peut en observer l'ensemble que depuis l'espace. 2 astronautes survolant le désert du Sahara ont repéré cet œil gigantesque qui les regardait en retour et ont pensé qu'il s'agissait là d'une découverte majeure. Hélas, il n'y a aucune preuve tangible qui connecte cette structure à l'Atlantide. On pense qu'elle se serait formée à partir d'une activité volcanique il y a environ 100 millions d'années. Mais cela semble un peu trop pratique, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas plus proches de connaître la vérité. Imaginez-vous retourner à environ 3300 avant Jésus-Christ et vous retrouver en Asie du Sud. Laissez-moi vous présenter la civilisation harapéenne. Ces gens étaient très en avance sur leur temps. Ils occupèrent des cités comme Harappa et Mohenjo-Daro, dotés de maisons en briques, de systèmes d'égouts sophistiqués et même de bains publics. Cet endroit aurait pu abriter plus de 5 millions d'individus, ce qui en ferait l'une des régions les plus densément peuplées de son temps. Ils avaient également inventé un système de poids standardisé qui était incroyablement utile aux négociants. Et ils pratiquaient le commerce. Leurs contacts s'étendaient jusqu'au Moyen-Orient grâce à leur maîtrise de la métallurgie. Ils avaient même développé le pendant antique des grandes marques. Des sceaux étaient utilisés pour marquer l'argile de leurs marchandises. En dépit de leurs avancées et de leur prospérité, leur langue et leur alphabet restent entourés de mystères. Nous avons des fragments de leur écriture, mais personne n'est encore parvenu à les déchiffrer, même avec toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas exactement comment fonctionnait leur société. Il semble qu'ils n'étaient pas aussi préoccupés par leur statut social que d'autres civilisations. Pas de grands palais ou de monuments grandioses. Au lieu de cela, leur plus grande structure aurait été des greniers, ce qui était sûrement plus pratique. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Autour de 1800 avant Jésus-Christ, cette civilisation florissante a commencé à décliner, peut-être en raison de changements dans les cours d'eau. Alors que leur environnement changeait de face, les Harapéens ont fait leurs valises et se sont dirigés vers des terres plus hospitalières. Avez-vous déjà entendu parler du Minotaure? La bête à tête de taureau et au corps d'homme, pourchassant les valeureux aventuriers dans un dédale sans fin. Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle vieille histoire. C'était l'un des drames les plus populaires du monde antique, et il s'inspirait de cet endroit, l'île de Crète. Les Minoens vivaient là pendant l'âge du bronze. Ils avaient de magnifiques palais, d'incroyables fresques et une culture si riche qu'elle fascine encore les historiens à ce jour. Ils ont érigé des lieux comme le palais de Knossos, qui était si complexe, avec ses bâtiments à plusieurs étages et ses couloirs élaborés, qu'il aurait pu inspirer tout le mythe du labyrinthe. Leur ingénierie était tellement en avance sur son temps que même leur système d'évacuation était plus avancé que ce dont beaucoup d'entre nous disposent aujourd'hui. L'histoire du Minotaure a également inspiré la trilogie Hunger Games. L'idée d'envoyer des héros pour combattre découle directement des prisonniers envoyés en tribu pour affronter le Minotaure. Faites-nous savoir dans les commentaires quelle est l'histoire qui vous fascine le plus, et merci d'avoir regardé. Un fragment de côte de baleine a récemment été découvert dans une mine de Caroline du Nord. Cela pourrait sembler anecdotique. Pourquoi une baleine ne pourrait-elle pas être un mineur de fond, après tout? Cependant, ce morceau fournit aux scientifiques une opportunité rare d'étudier les interactions entre des requins préhistoriques et des baleines datant de 3 à 4 millions d'années. Ce fragment de côte présente 3 marques de dents, révélant que cette baleine a été mordue par un animal possédant des mâchoires extrêmement puissantes. D'après l'espacement des marques, qui atteint près de 6,3 cm, il est possible qu'il s'agisse d'un requin à grandes dents, tel que le mégalodon, ou d'une autre espèce de requin ayant vécu à cette époque. La courbure de la mâchoire du requin indique que l'animal était relativement petit, avec une taille estimée entre 4 et 6 mètres. Quant à la baleine, elle semble avoir été l'ancêtre d'une baleine bleue ou à bosse. Les chercheurs sont stupéfaits. Il est rare de trouver des traces d'interaction et de comportement animal aussi bien préservés sous forme fossile. Après avoir analysé l'échantillon, ils ont conclu que ce requin avait dû repartir avec une bouchée conséquente,
mais que la baleine avait survécu, car la majeure partie du fragment fossile était recouverte d'os métaplastiques. Cette matière osseuse se forme rapidement en réponse à une infection localisée. Il n'est pas particulièrement robuste et est ultérieurement remodelé par le corps en tissu osseux compact, un processus qui prend du temps. La présence de cet os indique que la guérison était incomplète, et la baleine est décédée 2 à 6 semaines après cette rencontre malheureuse. Toutefois, il est également possible que sa mort ne soit pas directement liée à l'infection et à la blessure. Seuls quelques fossiles témoignent de telles interactions entre animaux anciens. On retrouve souvent des marques de morsures sur les fossiles, indiquant où l'animal est décédé et où sa carcasse a été dévorée. Mais ce vestige est l'un des rares à illustrer non seulement une blessure infligée par un autre animal, mais aussi à démontrer que la proie a survécu. Tous les fossiles suscitent l'enthousiasme des paléontologues. Et oui, ces gens devraient peut-être sortir de chez eux plus souvent. Mais certains fossiles peuvent sembler terrifiants aux yeux du grand public. Prenez par exemple cette image montrant des bras tentaculaires et des têtes octogonales. Lors de sa première apparition dans les médias, de nombreux internautes ont avancé qu'il s'agissait d'un organisme ancien, venu de l'espace. D'autres ont estimé que toute l'histoire n'était qu'une imposture. Pourtant, l'image est aussi authentique que le fossile. Ce fossile est connu sous le nom de plaque de mortalité, une représentation fossilisée d'un événement d'extinction massive touchant une ou plusieurs espèces. En réalité, ce fossile renferme plus d'une douzaine de spécimens d'un type d'organisme marin appelé crinoïdes. Contrairement à leur apparence, les crinoïdes n'étaient pas des plantes mais des animaux marins. Cette espèce particulière vivait profondément sous l'eau, sur le fond océanique. Les crinoïdes étaient apparentés aux étoiles de mer, aux oursins et aux ophiures. Ces créatures pouvaient s'ancrer au fond marin grâce à des tiges composées de disques flexibles et poreux, reliés par des tissus mous. Ces tiges étaient creuses et abritaient le système nerveux de l'animal. Les crinoïdes absorbèrent l'oxygène par le biais de pieds tubulaires à parois fines. Généralement, ces animaux mesuraient plus de 20 cm de long et possédaient 5 bras ornés de structures semblables à des tentacules plumeux. Ils se nourrissaient de plancton et de matière organique à la dérive. Bien que ces découvertes fossiles soient tout à fait fascinantes, peu de créatures dont nous avons les fossiles ont autant intrigué les scientifiques que le monstre de Tully. Cette étrange créature marine présentait un museau denté ressemblant à une trompe et des yeux écartés le long d'une tige rigide. Mais le plus étrange, c'est qu'il demeure impossible à classer. Depuis la découverte du monstre en 1966, les chercheurs ont envisagé diverses hypothèses concernant son identité, telles que des vers segmentés, des limaces nageuses ou des créatures primitives ressemblant à des anguilles. Plus récemment, certains ont tenté de le relier à des espèces de poissons dépourvus de mâchoires et dotés d'une structure semblable à une colonne vertébrale. Une équipe de scientifiques japonais a utilisé des scanners laser haute résolution pour analyser en 3 dimensions l'anatomie des fossiles du monstre de Tully. Ils en ont conclu que ce fossile énigmatique pourrait finalement être celui d'un invertébré. Toutefois, l'identité véritable de cette créature est toujours indéterminée. Dans les années 1950, un chasseur de fossiles amateur nommé Francis Tully découvrit l'empreinte étrange d'un organisme en forme de torpille, avec une immense nageoire caudale dans les gisements fossilifères de Mason Creek, en Illinois. N'ayant jamais observé de créature semblable, Tully rapporta sa découverte au Musée Field d'histoire naturelle de Chicago. Les paléontologues de l'institution furent également déconcertés. Depuis lors, les scientifiques n'ont toujours pas réussi à situer cette créature sur l'arbre phylogénétique. En 1741, l'explorateur et capitaine Vitus Jonasson Bering dirigea une expédition visant à cartographier la côte de l'Alaska. Le navire sur lequel il se trouvait fit naufrage sur ce qui est devenu l'île de Bering. La moitié de l'équipage survécut grâce à la découverte d'une énorme vache de mer, ou Hydrodamalis gigas. Avec la viande de ces animaux pour leur donner des forces, les marins parvinrent à construire un petit radeau à partir des débris et à rentrer chez eux. Au cours du voyage de retour, un scientifique au sein de l'équipage consacra son temps à documenter les animaux et les plantes découverts. La vache de mer était particulièrement remarquable car sans elle, l'équipage n'aurait pas survécu. Ces animaux mesuraient plus de 8 mètres de long et pesaient environ 10 tonnes. Toutes les vaches de mer appartenaient à l'ordre des Sirenia, des mammifères marins plus proches des éléphants que des vaches. Le savant les décrivit comme ayant la peau noire, une petite tête et des membres antérieurs trapus. Ces vaches de mer flottaient à la surface de l'eau en se nourrissant d'algues. Une fois l'existence de ces animaux rendue publique, les expéditions de traite de fourrure ont commencé à exploiter ce dépôt très pratique en route. Les vaches de mer, étant très dociles et faciles à chasser,
ont été exterminés à peine 27 ans après que le scientifique en a eu parlé. Cependant, ce n'est pas la partie la plus triste. Les archives fossiles révèlent une histoire beaucoup plus sombre. Des fossiles ont ainsi été retrouvés à travers le monde, du Japon jusqu'au Mexique. Cela indique que ces animaux prospéraient autrefois dans les vastes champs de varech qui entouraient l'ensemble du bassin Pacifique Nord. La population réduite découverte par l'expédition constituait probablement les derniers vestiges d'une population beaucoup plus grande et en bien meilleure santé. Il est fort probable que la chasse pratiquée par les populations aborigènes avait déjà réduit le nombre de ces animaux à un niveau proche de l'extinction. Le coup fatal aura été porté par les chasseurs occidentaux. Aujourd'hui, les proches parents encore vivants de ces anciennes vaches de mer sont rarement chassés, mais ils sont eux-mêmes menacés d'extinction. Pour certains, ce fossile étonnant peut paraître quelque peu troublant. Les numulites sont les fossiles d'animaux dont le nom signifie « petite pièce » en latin. Ces créatures vivaient et prospéraient dans une mer chaude et peu profonde qui recouvrait une partie de l'Égypte il y a environ 40 millions d'années. Le nom « numulites » laisse entendre que les plus grands spécimens étaient particulièrement prisés à travers l'histoire. Et dans le folklore égyptien, ils sont même surnommés « la monnaie des anges ». Ces créatures possèdent une structure simple et unicellulaire qui contraste avec leur squelette extrêmement complexe. Observez cette série de spirales superposées. Chaque spirale est divisée en d'innombrables chambres minuscules et les numulites peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de diamètre. Pourtant, ce sont des fossiles d'animaux unicellulaires apparentés aux amibes. Comment ont-ils donc pu atteindre une telle taille? La raison pourrait se trouver dans leur relation symbiotique avec d'autres organismes plus petits. Pour les espèces modernes, ces symbiotes sont des algues unicellulaires dorées, appelées diatomées. Les coquilles des numulites étant relativement transparentes et plates, elles offrent une grande surface pour la lumière nécessaire à la photosynthèse des diatomées. Pour des raisons encore débattues par les scientifiques, la présence de symbiotes végétaux chez les animaux marins favorise la croissance d'un squelette calcaire chez les hôtes. Ainsi, la taille colossale des numulites en Égypte pourrait être attribuée à leur étroite relation avec des diatomées symbiotiques. Cela vous semble plausible? Fait intéressant, les espèces de numulites ont évolué très rapidement, et leurs fossiles se sont altérés d'une couche de sédiments à l'autre. Ainsi, le calcaire utilisé pour les pyramides de Gizeh est si riche de ces fossiles qu'il est désigné sous le nom de calcaire numulitique. Ce calcaire contient également deux types de numulites, les petites lentilles des esclaves et les grandes monnaies des anges. Cependant, il ne s'agit pas de différentes espèces, mais plutôt de différentes étapes du cycle de vie d'une seule et même créature. Au début des années 1920, le monde était fasciné par le phénomène du roi Toutankhamon. Un archéologue britannique du nom de Howard Carter a fait la découverte de la tombe du jeune pharaon dans la vallée des rois en Égypte en 1922. Mais l'intérêt du public ne se limitait pas à l'or et aux bijoux découverts. La presse a largement couvert la malédiction des pharaons. Mais était-elle fondée? Une ancienne malédiction était-elle vraiment responsable des morts inexpliquées survenues à chaque incursion dans les pyramides? À l'époque, c'était la seule explication pour une série de décès mystérieux. L'un des hommes présents lors de l'ouverture de la chambre funéraire de Toutankhamon, George Herbert, le 5e comte de Carnarvon, n'a survécu que 5 mois après cette découverte. Il avait également financé les fouilles. Arrive ensuite Sir Arthur Conan Doyle. Vous le connaissez probablement. L'écrivain anglais qui est derrière Sherlock Holmes. Il avançait qu'un élémentaire maléfique était responsable du décès de l'explorateur. Il devait sûrement plaisanter? Hélas, non. Les journaux ont continué d'associer la malédiction des pharaons à chaque décès d'égyptologues. Comme leur nom l'indique, ce sont les scientifiques qui étudient les anciennes cultures égyptiennes. L'archéologue qui a ouvert la tombe du roi Toutankhamon est décédé 17 ans après la découverte. La cause de sa mort, la maladie de Hodgkin, n'était pas un secret. Malgré cela, des journalistes du monde entier ont continué à évoquer une malédiction, ce qui commençait à friser le ridicule. La science devait pourtant fournir une explication rationnelle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qu'elle a fait, et elle était liée à la présence de moisissures communes. Des champignons nocifs, tels que l'aspergillus, peuvent survivre pendant de longues périodes dans des tombes scellées. Lorsqu'ils sont inhalés par des gens dont le système immunitaire est affaibli, cela peut entraîner un risque élevé d'infection. Aujourd'hui, les médecins pensent que c'est ce qui est arrivé aux malheureux explorateurs il y a plus d'un siècle. Les scientifiques savent maintenant que ce type de champignon prospère particulièrement bien sur les céréales. Or, la tombe de Toutankhamon était remplie d'offrandes sous forme de paniers remplis de céréales crues et de pain. Les chercheurs ont également trouvé d'autres variétés de champignons sur les anciennes momies égyptiennes.
Ces moisissures peuvent entraîner de graves complications pour les êtres humains. Le danger inhérent aux matières organiques en décomposition est bien réel. Il suffit de regarder à l'intérieur de votre réfrigérateur. Tous les restes de nourriture commencent à se décomposer après seulement 3 à 4 jours. Vous pouvez donc imaginer ce qui se produit avec de la nourriture dans une chambre scellée pendant des milliers d'années. La nourriture n'est qu'un type de matériau organique. Le bois en est un autre. Lorsqu'il est exposé à l'eau ou à l'humidité de l'air, il commence également à se détériorer. Il n'est pas nécessaire de se rendre en Égypte pour observer les effets de ce processus. Tout bâtiment abandonné dans votre quartier peut en témoigner. Lorsqu'un morceau de bois est mouillé et n'a pas moyen de sécher, c'est là que surviennent les dommages. Des champignons aux insectes xylophages, la liste est longue. La pourriture du bois pose un problème structurel considérable, car les poutres et les planchers sont souvent constitués de ce matériau. Il est donc préférable de ne pas pénétrer dans un bâtiment en décrépitude, au risque de facilement perdre pied. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les matériaux de construction ont évolué depuis l'époque des pharaons, mais les risques associés ont également changé. Un exemple frappant est l'amiante. Jusqu'aux années 1970, cette substance était largement utilisée dans de nombreux matériaux d'isolation domestique, des chaudières à l'insonorisation. Dotée de microfibres, l'amiante offrait une isolation thermique remarquable. Cependant, les États-Unis ont interdit son utilisation en 1989, suivi par l'Europe la décennie suivante. Cette décision a été motivée par le risque pour la santé que représente l'amiante lorsqu'il est endommagé. L'inhalation de ces fibres peut entraîner de graves problèmes de santé, et les structures abandonnées regorgent souvent de ce matériau, sans personne pour en assurer l'entretien. Vous comprenez maintenant le danger encouru. Un autre matériau fréquemment rencontré dans les anciens bâtiments est le plomb. Les Romains de l'Antiquité utilisaient des tuyaux de plomb pour acheminer l'eau des sources jusqu'à leurs habitations. Et ils utilisaient également des ustensiles de cuisine en plomb, ce qui n'était probablement pas la décision la plus avisée. En effet, le plomb et l'eau ne font pas bon ménage en raison d'un phénomène appelé corrosion. Mais ce problème n'est pas uniquement historique. Les autorités américaines n'ont interdit l'utilisation de tuyaux en plomb qu'en 1986, ce qui signifie que 7% des foyers américains utilisent encore des conduites d'eau faites de ce métal. De plus, jusqu'au milieu des années 1960, la peinture au plomb était couramment utilisée pour revêtir les boiseries. Dans les bâtiments abandonnés, cette couche de peinture s'est depuis longtemps écaillée, exposant ainsi la poussière de plomb que toute personne qui manipule des portes et des fenêtres risque d'inhaler. Les particules de poussière sont au moins visibles à l'œil nu, ce qui n'est pas le cas du monoxyde de carbone. Ce gaz est incolore, donc impossible à voir, et inodore, donc impossible à sentir. Il est donc difficile de détecter une fuite de monoxyde de carbone. Comment ce gaz dangereux s'échappe-t-il généralement ? En raison d'un mauvais entretien. Or, les bâtiments abandonnés ne bénéficient d'aucun. Ainsi, alors que vous explorez une vieille usine, vous pourriez subitement ressentir des étourdissements et de terribles maux de tête. Ce ne sont là que quelques-uns des symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone, parmi les plus bénins. Mais quelle en est la source ? Il suffit qu'une vieille chaudière cède enfin après des années de négligence. Nous nous heurtons à une question cruciale. Quel est le principal déterminant de la qualité de l'air à l'intérieur d'une pièce ? Si vous pensez à l'oxygène, vous faites fausse route. En réalité, les niveaux d'oxygène ne diminuent que de 0,3% en 8 heures dans une pièce hermétiquement close. Cette diminution est encore plus minime dans des conditions normales, où les portes et les fenêtres ne sont pas scellées. Ainsi, l'oxygène n'est pas le principal souci. Ce sont plutôt les niveaux de dioxyde de carbone, ou CO2, qui augmentent considérablement à l'intérieur d'une pièce fermée. Cela découle directement de la respiration humaine. Nous inhalons de l'oxygène et expirons du CO2, qui devient ainsi un gaz résiduel. Normalement, il ne représente qu'une infime fraction de l'air que nous respirons, soit 0,04%. Toutefois, dans une pièce close, des niveaux élevés de dioxyde de carbone peuvent entraîner la somnolence. Et c'est la dernière chose dont vous avez besoin lorsque vous vous trouvez dans un édifice délabré. Le dioxyde de carbone réduira votre capacité à penser clairement. Une étude intéressante menée par des chercheurs de Harvard en 2016 en témoigne. Ils ont invité des employés de bureau à venir travailler pendant 6 jours consécutifs pour effectuer un test de résolution de problèmes. Au cours de la semaine, les niveaux de dioxyde de carbone ont été progressivement accrus dans ce bureau fictif. Les résultats du même test se sont détériorés au fil du temps. Bien sûr, de nombreux facteurs entrent en jeu, mais les niveaux de CO2 ont indéniablement eu un impact sur la capacité des travailleurs à résoudre les problèmes.
Cette étude s'est déroulée dans un environnement de bureau typique, et non dans un bâtiment en ruine où les visiteurs doivent surveiller chacun de leurs pas. Quand je parle de visiteurs, je fais vraiment référence à des intrus. Et l'intrusion constitue un délit, applicable tant aux propriétés privées que publiques. Si vous enfreignez la loi, vous pourriez faire face à une amende pouvant atteindre 15 000 €, voire une peine de prison. Voilà qui devrait vous faire réfléchir à 2 fois, avant de sauter par-dessus une clôture portant un panneau d'interdiction. De plus, vous pourriez ne pas être seul à l'intérieur. Vous ne saurez jamais qui d'autre se trouve dans le bâtiment. Peut-être une personne mal intentionnée. Qui sait? Cette menace n'est pas nécessairement représentée par une personne. Les animaux peuvent aussi être dangereux. Vous seriez effrayé de rencontrer un rat, par exemple. Mais le pauvre animal serait tout aussi effrayé et pourrait vous mordre. Les rats peuvent transmettre une liste assez longue de maladies. Mais leurs dents peuvent également causer d'autres dommages. Comme elles poussent constamment, les rats doivent constamment ronger pour les empêcher de devenir trop longues. Si vous avez déjà eu une petite fringale tardive, vous comprenez ce sentiment. Les câbles électriques sont souvent la première cible des rongeurs et les bâtiments abandonnés en regorgent. Le vieux câblage est déjà dangereux en soi. Les structures érigées avant 1984 utilisaient souvent des fils en aluminium. Aujourd'hui, le cuivre est préféré, car un fil en aluminium a 55 fois plus de chances de prendre feu qu'un fil en cuivre. Un simple geste, comme actionner un interrupteur dans un bâtiment délabré, peut vous coûter la vie. Soyez attentifs aux signes révélateurs que quelque chose ne va pas. Des lumières qui clignotent, des étincelles au niveau des prises ou une odeur de fumée. De plus, ne comptez pas sur une prise de terre pour vous protéger de l'électrocution, car celles-ci ne sont devenues la norme qu'à partir des années 1960. As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture. Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire, et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie. Il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie. Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen-Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmidt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise, il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins, Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique, la traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventru ». Schmidt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmidt, avec son équipe, se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner, pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmidt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement.
On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques utilisaient des outils en silex au lieu de burin en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique, des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde. Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples et développer une société complexe. Mais devine quoi? Les recherches de Schmidt bouleversent cette notion. Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmidt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau. Le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles représentant des divinités de l'autre monde. L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmidt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle. Les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe. Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercles et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre, entourés de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés, tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre. Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres
essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90, révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question ce que nous croyions auparavant et d'utiliser de nouvelles preuves et différentes façons de penser. Ainsi, il pourrait y avoir un groupe de personnes vivantes dans cette région qui ne restaient pas au même endroit tout le temps. Ils se déplaçaient un peu mais avaient tout de même une culture propre, vivant dans la région de manière semi-sédentaire. Göbekli Tepe n'est pas seulement l'emplacement d'un temple unique, mais aussi d'une incroyable collection de plus de 20 structures anciennes. À mesure que les archéologues sondent les profondeurs de cette merveille, ils en comprennent la disposition unique, avec 2 points focaux proéminents au cœur de chaque fondation, complétés par des structures plus petites et des murs de partage. Ce qui était encore plus fou, c'est que l'on compte également plus de 200 obélisques dans les parages. Ce village caché s'appelle Aogashima. Il est situé au cœur d'un cratère volcanique. Il se trouve au sud du Japon, à l'extrême nord de la Micronésie. L'histoire raconte qu'un volcan est entré en éruption dans la mer des Philippines dans les années 1780, ce qui a causé de nombreux dégâts à une communauté locale. La moitié de la population a réussi à échapper à cette énorme éruption et est revenue des années plus tard pour reconstruire le village. À l'heure actuelle, environ 160 personnes vivent paisiblement ici, même si l'on considère que le volcan est toujours actif. Huacachina, au Pérou, se trouve dans l'un des climats les plus secs du monde. Et pourtant, c'est une ville magnifique entourée de palmiers luxuriants. Elle dispose aussi d'une lagune dont on dit qu'elle a des propriétés curatives particulières. Le village compte un peu plus de 90 résidents qui gèrent de petits commerces. La plupart d'entre elles ont recours au sable comme principale ressource. Certains proposent des services de sandboarding ou même des dîners de luxe dans le désert. Depuis plus de 500 ans, un petit groupe de personnes vit dans le flanc d'une montagne appelée la Montagne Verte. C'est l'un des endroits les plus reculés d'Oman et du monde entier. Le seul moyen d'arriver jusqu'ici est à pied, à dos de mule ou en véhicule tout-terrain. Il s'agit d'Al Sogara et il faut marcher environ 20 minutes pour monter un escalier de pierre raide afin d'y arriver. Le village a vu le jour quand les habitants ont taillé leur maison dans la pierre de la montagne pour se protéger des tempêtes et du froid. 5 familles de la tribu Al-Shariki habitent encore ici, soit environ 25 personnes au total. On trouve beaucoup d'autres villages comme celui-ci dans la région, mais Al Sogara est particulier car c'est le seul qui soit encore habité. Il y a 14 ans encore, il n'y avait ni électricité ni ligne téléphonique. La route la plus proche que l'on pouvait trouver était à 10 km. Comme il n'y avait pas d'école, les gens devaient apprendre à lire et à écrire à la maison auprès de leurs aînés. Aujourd'hui encore, les villageois poursuivent cette pratique traditionnelle qui consiste à construire leurs maisons en les taillant directement dans la roche de la montagne. L'un des plus beaux joyaux grecs est Monemvasia, une ville fortifiée située dans le sud-est du Péloponnèse. Elle a été conçue pour être invisible depuis le continent, afin d'être mieux protégée. On la voit uniquement depuis la mer. Et pour y accéder, il faut suivre un étroit sentier qui la relie au continent. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, qui se traduit par « un seul passage ». Monemvasia a été construite au Moyen-Âge, entièrement taillée dans la roche de la montagne. De nos jours, de nombreux anciens manoirs y ont été transformés en maisons d'hôtes et en charmants hôtels. Non seulement l'architecture est incroyable et magnifiquement préservée, mais la ville est également entourée d'eau cristalline. Une ville sans route? Fais tes valises pour aller à Giethoorn, aux Pays-Bas, si cela ne te dérange pas de voyager en bateau.
La ville est très paisible, probablement parce que tout le monde ici se déplace par les canaux. Même le courrier est distribué par voie fluviale. Comme il n'y a pas de voiture et que les gens se déplacent rarement, la ville est très calme. Si calme que le son le plus fort que l'on puisse entendre est le caquettement d'un canard de temps en temps. Au départ, il s'agissait d'un décor de cinéma, mais Hobbiton, en Nouvelle-Zélande, existe toujours, même après la fin des tournages du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Il est possible de visiter cette charmante ville de décor. Il existe 44 trous de Hobbit au total, mais seuls quelques-uns d'entre eux sont ouverts au public. Le village isolé de Gazadalur, situé sur le flanc d'une montagne dans les îles Féroé, compte à peine 11 habitants. Il est surtout connu pour sa chute d'eau spectaculaire qui se jette directement dans l'océan Atlantique. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait y accéder uniquement à pied, en traversant les montagnes. Cependant, un tunnel a été construit récemment, ce qui a rendu l'endroit facilement accessible en voiture. La comédie musicale Popeye des années 1980 a fait construire un décor sur mesure à Malte. Celui-ci n'a pas été démonté après la fin du tournage, et le village de Popeye abrite désormais des groupes de bâtiments en bois joliment colorés et une troupe d'acteurs. Il y a beaucoup de choses amusantes à faire sur place, comme assister à des spectacles de théâtre, faire des promenades en bateau, visiter des musées ou simplement explorer ce village original. Le village le plus ancien et le plus photographié d'Autriche s'appelle Hallstatt. C'est un joyau européen caché, avec des bâtiments anciens merveilleusement préservés et un lac salé souterrain. Il abrite aussi un musée avec des objets vieux de 7000 ans et la plus ancienne mine de sel du monde. La forteresse de Bourtange, aux Pays-Bas, est un petit bâtiment en forme d'étoile. Mis à part le côté créatif, il a été construit de cette façon à des fins défensives. Cela donnait aux gardes du fort un avantage stratégique car ils avaient une vue parfaite à 360 degrés. De nos jours, la construction est parfaitement conservée, y compris ses vieux bâtiments, ses rues pavées, ses moulins à vent en bois et ses ponts sophistiqués. Au Maroc, il existe un village traditionnel en terre entièrement fait de briques d'argile. Tu peux le trouver dans une vallée proche des montagnes de l'Atlas, à 51 km de la capitale du Maroc. Les marchands qui suivaient la route commerciale transsaharienne passaient par cette ville pour transporter des épices et de l'or. Comme cette route commerciale est devenue de moins en moins populaire, beaucoup de ces forteresses ont été abandonnées et sont aujourd'hui des vestiges bien préservés. C'est l'un des meilleurs endroits au monde pour skier car il est encore caché du public. Pas étonnant que les habitants l'appellent le côté secret de la vallée. Situé en Autriche, le minuscule village de Warth ne compte que 200 habitants. Non seulement c'est le village le plus enneigé de la planète, mais il a aussi accès à l'une des plus grandes pistes de ski du monde. Sa popularité a un peu augmenté en 2013 lorsqu'on a terminé la construction d'une autoroute à proximité. Burano, en Italie, est l'une des îles les plus colorées du monde. En raison de ses superbes couleurs, elle a presque un aspect tropical. On y trouve des eaux vert émeraude, de belles maisons et un clocher du XVIIe siècle. La fabrication traditionnelle de dentelles a amené Léonard de Vinci sur l'île dans les années 1400. Il y a acheté un morceau d'étoffe qu'il a ensuite utilisé pour concevoir le célèbre dôme de Milan. Si tu as un passeport britannique, tu dois connaître la magnifique petite ville de Bibury, car son paysage figure sur ta carte d'identité. C'est certainement l'une des villes les plus charmantes d'Europe, car elle est composée de bâtiments en pierre situés sur la rivière Colne. L'image qui figure sur les passeports britanniques est celle d'Arlington Row, une rangée de cottages destinés aux tisserands, dont l'origine remonte au XIVe siècle. La ville de Coober Pedy, en Australie, est partiellement souterraine. Tout a commencé en 1915 lorsque des gisements d'opale ont été découverts dans la région. À ce jour, la ville est toujours la plus grande mine d'opale du monde. Les gens qui vivent ici ont compris qu'il serait plus confortable pour eux de rester sous terre, car les températures extérieures peuvent atteindre 51 degrés Celsius. Le village compte aujourd'hui des magasins et des galeries souterraines. Coober Pedy abrite également le premier hôtel souterrain 4 étoiles au monde. Pour visiter l'endroit le plus reculé de la planète, tu devras te préparer à un sacré voyage. Si tu viens des États-Unis, par exemple, le chemin le plus facile est un vol de 15 heures jusqu'au Cap, en Afrique du Sud, suivi d'un voyage de 6 jours en bateau.
Ce n'est qu'après cela que tu arriveras à Tristan da Cunha. Tu peux aussi faire une croisière d'1 mois dans l'océan Atlantique Sud, selon ce qui te convient le mieux. Il faut s'y prendre à l'avance, car il n'y a que 9 voyages en bateau vers l'île par an. L'île elle-même ne fait que 11 km de long. Située en plein milieu de l'océan Atlantique Sud, elle occupe une superficie de 97 km². Les 300 résidents sont tous des agriculteurs. Ils ont l'Internet, mais il est très lent. Quant au réseau téléphonique et au journal local, il n'existe pas. Les habitants de l'île parlent un dialecte anglais qui n'est utilisé que par le plus petit nombre de personnes au monde. Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tezontle. Impressionnant, non ? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction, mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnait sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasse et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement,
le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au 6e avant notre ère et au 20e siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans.
La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail. L'histoire raconte que deux jumeaux mayas adoraient jouer au ballon. Bien sûr, ils étaient très doués, mais ils faisaient aussi beaucoup de bruit en jouant. Les seigneurs de la mort se sont vite montrés gênés par ce bruit et ont convoqué les deux garçons à un endroit que les Mayas appelaient Xibalba. Dès que les garçons sont arrivés à leur lugubre destination, les seigneurs de la mort ont commencé à leur faire passer une série de tests. Très vite, les jumeaux inexpérimentés ont échoué aux tests et ont perdu la vie. Mais ce n'était pas en vain. Ce triste événement a donné naissance à un bel arbre fruitier. Très vite, une jeune femme a vu un beau fruit sur cet arbre et s'est approchée pour le cueillir. La légende raconte que peu de temps après, elle a donné naissance à deux autres jumeaux, Hunahpu et Ixbalanque. Tout comme leurs ancêtres, ces jumeaux étaient d'excellents joueurs de balle. Mais ils étaient tout aussi bruyants, et les seigneurs de la mort se sont de nouveau agacés. Ils ont alors décidé de demander à cette paire de jumeaux de venir jouer à un jeu dans l'inframonde, pensant ainsi se débarrasser d'eux. Lorsque les jumeaux sont arrivés, les seigneurs les ont fait passer par un certain nombre d'endroits effrayants. Le premier était la maison des ténèbres, qui était très sombre. Ils ont ensuite traversé la maison des couteaux, où ils devaient éviter de se blesser. Les jumeaux ont ensuite fait un feu dans la maison du froid pour ne pas geler, et ont traversé la maison des jaguars, où ils ont réussi à persuader les animaux de ne pas les manger. Enfin, ils sont entrés dans la maison des chauves-souris, où ils semblèrent avoir perdu leur chance. L'une des chauves-souris a réussi à s'enfuir avec la tête de Hunahpu. Les seigneurs ont alors défié les jumeaux de jouer à la balle avec eux, mais les garçons étaient clairement désavantagés. Ixbalanque a placé une tortue sur les épaules de Hunahpu pour lui remplacer la tête qu'il avait perdue, et ils ont commencé à jouer. Alors que les seigneurs étaient distraits par un animal près de la cour, Ixbalanque a volé la tête de son frère et l'a remise à sa place. Aux grandes dames des seigneurs, les jumeaux ont alors réussi à égaliser la partie. Hunahpu et Ixbalanque ont continué à jouer une série de tours aux seigneurs de l'inframonde. L'un d'entre eux impliquait que Ixbalanque blesse Hunahpu puis le ramène à la vie. Les seigneurs ont été tellement impressionnés par la performance des jumeaux qu'ils leur ont demandé de leur faire le même coup. Bien entendu, les jumeaux ont accepté. Mais après avoir exécuté leur tour sur certains des seigneurs, ils ont refusé de les ranimer. Voyant ce qui venait de se passer, les seigneurs de la mort ont reconnu leur défaite et ont demandé la vie sauve, promettant de ne plus jamais intervenir dans la vie des gens. Hunahpu et Ixbalanque étaient heureux d'avoir vengé leurs ancêtres et gagné le respect des seigneurs. La légende raconte que les seigneurs du ciel furent si impressionnés par les jumeaux qu'ils les emmenèrent vivre dans le ciel en transformant l'un en la lune, l'autre en le soleil. La civilisation maya a été l'une des sociétés indigènes les plus dominantes de l'histoire. Leur folklore et leurs traditions sont encore découverts et étudiés aujourd'hui. Les Mayas vivaient sur un territoire appelé Mésoamérique. Il s'agit de l'actuel Mexique et d'une partie de l'Amérique centrale, comme le Guatemala, le Belize, le Honduras, la péninsule du Yucatan et le Salvador. Ils ont vécu de 1800 à 900 avant notre ère et jusqu'à 900-1500 après notre ère. Outre leurs légendes impressionnantes, les Mayas étaient des inventeurs très habiles. Ils sont connus pour leur calendrier, leur système d'écriture, leurs méthodes agricoles et leur sport. Leur écriture, par exemple, a été retrouvée gravée sur des bâtiments et des monuments en pierre, ainsi que dans des livres rares et des poteries. Il s'agit d'un système composé de plus de 800 hiéroglyphes aux combinaisons variées. Chacun de ces signes représenterait une syllabe. Leur système d'écriture a été déchiffré par accident par Tatiana Proskouriakov, une Américaine qui avait d'abord étudié pour devenir architecte. N'ayant pas trouvé de travail dans son domaine, elle est finalement devenue une mayaniste à part entière, bien qu'elle n'ait pas reçu de formation académique. Ali Dik a été la première à remarquer que le glyphe maya grenouille renversée signifiait naissance, et que le glyphe mal de dents indiquait la date à laquelle le roi montait sur le trône. Cela a permis aux scientifiques de déterminer plus facilement les dates de naissance et les noms des souverains d'une dynastie maya donnée. Ils ont également inventé le concept de zéro.
qui est considérée comme l'une des plus grandes innovations des mathématiques, de la physique et de l'histoire de l'humanité. Bien sûr, même à cette époque, les gens comprenaient l'idée de ne rien avoir. Mais le concept de zéro en tant que nombre est une invention relativement récente. Un fait amusant à propos des Mayas est qu'ils aimèrent beaucoup les chapeaux. Plus leurs chapeaux étaient grands, plus ils étaient importants. Non seulement c'était une sorte de mode, mais cela leur donnait aussi l'impression d'être plus grands de taille, ce qui était très important pour leur esthétique. Les Mayas ont également élaboré l'un des calendriers les plus complexes de l'histoire de l'humanité. C'est le premier à utiliser le zéro comme valeur de remplacement. Leur calendrier s'est terminé le 21 décembre 2012, ce qui a amené certaines personnes à croire qu'il s'agissait de la fin du monde. Ce n'était évidemment pas le cas. Il se trouve que cette date coïncidait avec la fin d'un cycle d'années Maya. Mais tu sais, même s'ils étaient très avancés en sciences et en astronomie, ils ont commis quelques erreurs. L'une d'entre elles consistait à croire que le monde était plat. Selon leur théorie, les 4 coins du monde étaient surveillés par les frères seigneurs qui empêchèrent le ciel de tomber sur leur terre. Mais il faut tirer un grand coup de chapeau à leur menu, car ils étaient des mangeurs de chocolat bien connus. Ils ont fait de la dégustation de chocolat une forme d'art. La boisson qu'ils préparaient ne ressemblait pas vraiment au chocolat chaud que nous apprécions aujourd'hui. Leur recette consistait à mélanger le cacao avec de l'eau, du miel, du piment, de la farine de maïs et d'autres ingrédients pour obtenir une boisson mousseuse et épicée. Le rituel de la consommation de cacao était un élément essentiel de leur célébration. Nous n'avons pas fini de découvrir tous les aspects étonnants de leur architecture et de leur civilisation. Il y a quelques années seulement, une pyramide maya a été découverte à Tonina, dans l'état mexicain du Chiapas. On estime qu'elle a plus de 1000 ans. Si elle a échappé si longtemps aux archéologues, c'est parce qu'elle était cachée sous ce que l'on croyait être une colline naturelle. Les ruines de 2 cités mayas ont été récemment découvertes dans l'état mexicain de Campeche. Pourquoi ne les avait-on pas découvertes jusqu'à présent? Parce qu'elles étaient cachées par une végétation très dense, ce qui rendait leur accès difficile aux archéologues. Les Mayas n'ont pas simplement disparu. Leurs descendants sont toujours là aujourd'hui, et nombre d'entre eux ont choisi de vivre sur les terres de leurs ancêtres. On les trouve par exemple au Guatemala, où les Mayas constituent que la majorité de la population. Globalement, l'ethnie Maya regroupe des personnes qui parlent différentes langues mayas, comme le yucatèque, le quiché, le quechua ou le mopan. Il n'avera aucune idée de ce qu'était une journée de spa, mais les Mayas aimèrent bien transpirer de temps en temps. Des huttes à sudation ont été découvertes autour d'anciens sites mayas. Elles étaient construites en pierre ou en adobe. Ces salles constituaient un élément essentiel de leur rituel de purification et de soins de santé. L'une des plus anciennes huttes à sudation a été découverte à Coelho, dans le nord du Belize, et semble remonter à 3000 ans. L'un des éléments les plus importants de la culture maya était un jeu de balle qu'ils appelaient pits. Il avait une signification à la fois politique et spirituelle. On peut voir des terrains de jeu de balle dans des parties importantes des sites archéologiques mayas. Le but principal du jeu était de faire passer une balle en caoutchouc à travers un cerceau de pierre très haut, sans utiliser les mains. En fait, il s'agissait d'une combinaison de football et de basketball. Cependant, ce jeu pouvait avoir de graves conséquences. Le perdant risquait même parfois de perdre la vie. Des enjeux considérables, en effet. En raison de ce jeu et du besoin de balles rebondissantes, le peuple maya a été l'une des premières cultures à utiliser le caoutchouc. Il le fabriquait à partir de latex naturel. Il existait différentes sortes de caoutchouc en fonction des substances naturelles avec lesquelles le latex était mélangé. Au cours de millions d'années, notre planète a beaucoup changé. Période glaciaire, déplacement des plaques tectoniques, inondations planétaires, météorites. Des espèces entières d'animaux sont apparues et ont disparu au fil des millénaires. À un moment donné, nous, les humains, sommes arrivés. Maintenant, imagine un endroit ayant été coupé du reste du monde pendant 5,5 millions d'années, peut-être beaucoup plus longtemps. Un endroit où aucun humain n'avait jamais mis les pieds. En 1986, nous avons découvert ce lieu. C'est la grotte de Movile. Tu te rends à l'aéroport et tu achètes un billet pour la Roumanie. Ensuite, tu loues une voiture et tu roules vers le sud-est. Tu cherches le județ de Constanta, tout près de la mer Noire.
Quand ton téléphone te dit que tu es arrivé, tu arrêtes ta voiture et tu regardes autour de toi. Tu es au milieu d'un champ désert, rien d'autre qu'une vaste plaine sans vie. Puis tu l'aperçois, un trou dans le sol. En t'approchant, tu te rends compte qu'il s'agit d'un puits qui mène dans les profondeurs de la croûte terrestre. Avant de descendre dans l'obscurité, tu prends une corde, un casque, une puissante lampe de poche et une bonbonne d'oxygène. N'oublie pas de porter ta combinaison protectrice et ton masque à oxygène. Tu descends lentement en regardant autour de toi. L'obscurité est totale au-dessous et tu es un peu nerveux. Et puis quelque chose cloche. Il fait noir, mais il ne fait pas froid. De l'air chaud remonte de l'abîme. Finalement, tu sens le sol sous tes pieds. Tu regardes alentour et tu remarques un grand nombre de tunnels devant toi. Ils mènent dans les profondeurs de la grotte et ils sont recouverts d'argile sèche. En avançant à quatre pattes, tu t'aperçois de quelque chose. L'air est de plus en plus chaud et humide. Tu ressors d'un tunnel étroit et tu te retrouves dans une immense grotte dont le sol est occupé par un lac. Maintenant, le plus difficile t'attend. Tu dois plonger. Dès que tu entres dans l'eau, tu sens une terrible odeur d'œuf pourri. Tu viens de pénétrer dans de l'eau sulfureuse et l'odeur du sulfure d'hydrogène est omniprésente. Ce n'est pas tout. La grotte est également remplie de dioxyde de carbone. L'air normal à la surface est composé d'environ 20% d'oxygène, mais ici, il n'y en a que 10%. Tu ne pourrais pas survivre sans ton précieux réservoir d'oxygène, et tous ces autres gaz te donnent un terrible mal de tête. Tu allumes ta lampe de poche à pleine puissance et tu plonges sous l'eau. Il te faut traverser toutes ces failles étroites. Il y en a beaucoup, c'est un véritable labyrinthe aquatique. Tu es un peu inquiet, mais ta bouteille d'oxygène est encore assez pleine. Tu te faufiles à travers les failles et tu trouves enfin une zone ouverte. Tu te figes. En haut, en bas, partout, tu entends des créatures ramper. Le faisceau de ta lampe de poche éclaire des milliers d'insectes rapides et glissants. Cette grotte contient 48 espèces différentes, dont 33 nous sont totalement inconnues. D'étranges escargots blancs rampent le long des parois et des crevettes transparentes ainsi que de petites sangsues nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec de très longues antennes et des araignées transparentes traînent sous tes pieds. Il y a même 2 espèces de scorpions, comme si tu n'avais pas déjà assez peur. Des scorpions d'eau et une autre espèce non encore identifiée. Ce n'est pas exactement un scorpion du désert typique. En fait, rien ici ne semble normal. Toutes les créatures que tu vois sont blanches ou transparentes. Elles n'ont pas d'yeux, juste de longues pattes et des antennes qui les aident à s'orienter dans les eaux obscures. C'est un véritable paradis pour réalisateurs de science-fiction, on ne pourrait pas inventer plus étrange. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins il y a d'oxygène. Et étonnamment, il y a de plus en plus de ces petits monstres qui courent partout. L'air n'est plus que méthane et dioxyde de carbone. Ces petites créatures étranges n'ont jamais vu le soleil, elles ne sont jamais sorties de cette grotte. Les araignées, les scorpions et les sangsues connaissent la faim, n'est-ce pas? Ils se nourrissent de petits animaux, d'escargots et de vers. Mais que mangent les plus petites créatures? C'est alors que tu remarques quelque chose de très étrange à la surface de l'eau. Il y a une substance blanche qui ressemble à de la mousse. Tu la touches avec précaution, c'est comme du papier toilette humide, ça se déchire au moindre contact. Mais ce n'est pas de la mousse ni du papier, ce sont des milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Ces bactéries fabriquent de la nourriture à partir du dioxyde de carbone, mais ce n'est pas dans l'air qu'elles le puisent comme les plantes et les arbres. Elles utilisent l'eau, on appelle ça la chimiosynthèse. Ces minuscules bactéries excrètent leur nourriture inutilisée, que de plus grosses bactéries viennent ensuite manger. Après ça, les petits escargots et les vers mangent les grosses bactéries, tout un cycle alimentaire farfelu et unique au fond d'une grotte perdue en Roumanie. C'est la raison pour laquelle tu portes cette combinaison et ce masque de protection. Ce n'est pas seulement pour ton confort et ta sécurité. Sans la combinaison, tu pourrais accidentellement laisser derrière toi des bactéries humaines provenant de ta peau par exemple. Cela pourrait compromettre le délicat équilibre biologique de ce monde immergé. Cette grotte est trop petite et dangereuse pour y transporter du matériel de recherche coûteux. Alors tu prends quelques échantillons d'eau, de terre et d'air et tu en ressors le plus vite possible. La grotte n'a pas encore été entièrement explorée et les autorités roumaines n'autorisent pas n'importe qui à y faire de la plongée. Nous verrons dans quelques années. Qui sait ce qu'on y trouvera d'autre? Tu es de retour dans ton laboratoire moderne et tu commences à comprendre pourquoi cette grotte est si importante. Les conditions à Movile sont quasiment les mêmes que dans les premières années d'existence de la Terre.
À l'époque, notre monde était protégé du soleil par une atmosphère très dense. Il est possible que les microbes qui se trouvent dans la grotte soient les mêmes que ceux qui étaient présents à l'époque où la vie a commencé. Ces bactéries pourraient s'avérer incroyablement utiles. Elles oxydent les gaz dangereux, le méthane et le dioxyde de carbone. En gros, elles les rendent inoffensifs. Merci les gars. La grotte de Mauvillé n'est pas le seul endroit sur Terre où la vie trouve encore un moyen de subsister et de s'épanouir dans des conditions extrêmes. Visualise la tour Eiffel à Paris. Maintenant, multiplie-la par 10 et mets toutes ces tours les unes sur les autres. Imagine-toi maintenant en train de faire un trou à cette profondeur. Tu as compris? La vie continue même dans ces abîmes. Il n'y a presque pas d'oxygène, la pression est incroyablement élevée et il fait plus chaud que dans le désert le plus chaud. Bienvenue dans l'empire des nématodes. Les nématodes sont des vers et ils sont extrêmement résistants. Quand il n'y a pas d'air, pas de nourriture ou qu'il fait trop chaud, ils se transforment. C'est ce qu'on appelle le stade d'Auer. C'est un état de stase, d'hibernation profonde. Le métabolisme des vers ralentit. C'est comme s'ils s'endormaient pendant longtemps et ne se réveillaient que lorsqu'il y avait assez d'air ou de nourriture, ou lorsqu'il faisait assez frais. Et tu n'as pas besoin de creuser aussi profondément pour trouver ces créatures. On rencontre des nématodes partout dans le monde. Ils vivent dans les sources chaudes, dans les déserts, dans les montagnes, dans le froid de l'Antarctique, à l'intérieur des animaux et même à l'intérieur du corps humain. Inutile de te rendre sur Mars pour découvrir des paysages extraordinaires. Il existe des endroits sur Terre proprement fantastiques. La dépression de Danakil, en Éthiopie, est l'un des endroits les plus chauds, les plus secs et les plus inaccessibles au monde. C'est un grand désert qui ne reçoit presque pas de pluie, mais le liquide n'en est pas moins abondant. Ce site repose sur 2 volcans actifs et du magma liquide jaillit souvent de la croûte terrestre. On y trouve également des lacs colorés remplis d'eau acide. Le sel des lacs se mêle aux minéraux volcaniques pour créer d'étranges figures qu'on dirait sorties d'un décor de film de science-fiction. Des gaz toxiques et des vapeurs de chlore se dégagent des lacs, ce qui en fait l'un des endroits les plus dangereux du monde. Il te faudra un masque à gaz pour y survivre, mais la vie trouve toujours un chemin. Il y a des êtres vivants ici, même dans ces lacs si chauds que l'eau acide bout littéralement. Les microbes vivent heureux dans ces lacs et dans les roches environnantes. Est-ce que d'autres créatures pourraient survivre ici? Qui sait? Tu trouveras une autre créature très résistante dans le désert de Lut, en Iran. On vient y découvrir un nouveau type de crustacés très particulier. Ces animaux vivent dans les petits lacs qui se forment de temps en temps grâce aux pluies du désert. Cette espèce peut survivre pendant des décennies parmi les sédiments secs, dans l'attente d'un tout petit peu d'eau. Ce sont donc toutes de très petites formes de vie. Et les véritables monstres, demandes-tu? Des scientifiques viennent d'en découvrir au large de l'Antarctique. Des araignées de mer immenses, d'énormes étoiles de mer, des choses transparentes qui ressemblent à des crevettes. En un seul mois, les chercheurs ont découvert environ 30 000 créatures marines dont un grand nombre nous était inconnu. Qui sait ce qu'on trouvera encore? Si quelqu'un invente enfin le voyage dans le temps et que vous vous rendez dans le passé, vous ne reconnaîtrez pas la plupart des choses que vous connaissez et aimez aujourd'hui. La Statue de la Liberté et les pyramides d'Égypte, certains gadgets de base comme la télécommande et votre ordinateur portable, et même le maïs que vous mangez au déjeuner ont tous changé au point d'être méconnaissables. Lorsque les pyramides ont été construites en Égypte ancienne, à Gizeh et dans d'autres lieux, elles n'avaient pas du tout cet aspect brun sablonneux. Elles étaient recouvertes de calcaire blanc. Quand on les regardait sous le soleil brûlant d'Afrique, on était obligé de détourner le regard tant elles étaient lisses et brillantes. Les bâtisseurs utilisèrent environ 6 millions de tonnes de calcaire pour la seule grande pyramide de Gizeh. C'est la plus grande de celles qui sont encore debout. Les souverains locaux étaient plutôt économes et ils réutilisèrent certaines des pierres de revêtement pour d'autres projets de construction. Un tremblement de terre massif survenu au XIVe siècle détacha également une partie des pierres. Vous ne verrez donc pas beaucoup de calcaire, mais il y en a encore au sommet de la pyramide de Khéphren à Gizeh. On dirait une deuxième pointe au-dessus de la première. Dans l'Antiquité, toutes les pyramides étaient coiffées de pyramidions recouverts d'un mélange d'or et d'argent. La plupart ont été perdus au fil des siècles, mais vous pouvez encore en voir quelques-uns dans les musées. Ils représentent des divinités égyptiennes. Les pyramides ont probablement été conçues d'après une pierre pointue sacrée, le benben. Elle représentait les rayons du soleil.
Soulever de lourdes pierres n'était pas si simple sans la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Je suppose que vous serez d'accord avec moi si vous avez déjà aidé vos amis à déménager au moins une fois et qu'ils vous ont fait porter le canapé. Mais les Égyptiens avaient pensé à tout et ont justement choisi la forme pyramidale car elle permet de répartir le poids uniformément sur l'ensemble de l'objet. La Statue de la Liberté a également subi une transformation majeure depuis son inauguration en 1886. Croyez-le ou non, elle était autrefois d'un brun brillant, comme un centime. 20 ans plus tard, elle est devenue verte. Ce n'était pas un effet de mode, mais une réaction chimique. La statue est recouverte de centaines de fines feuilles de cuivre. Lorsque le cuivre entre en contact avec l'air, il forme une couche protectrice appelée verre de gris. C'est pourquoi les statues et autres objets en cuivre, en laiton et en bronze peuvent durer si longtemps. Lorsque Lady Liberty est devenue verte, les autorités ont décidé que ce serait une bonne idée de la repeindre. C'était bien avant l'avènement des réseaux sociaux, et il n'était donc pas possible de laisser un commentaire furieux sous le post présentant cette idée. Mais les journaux locaux en ont parlé et le public n'a pas été d'accord. Le Times a ensuite interviewé un fabricant de cuivre et de bronze, qui a confirmé qu'il ne fallait pas la repeindre, car enlever cette couche protectrice reviendrait à détruire la statue. Au fil des ans, des gens ont suggéré à plusieurs reprises de repeindre Lady Liberty, mais personne ne l'a jamais fait. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je n'arrive pas à imaginer cette dame dans une autre couleur, alors je suppose que c'est mieux ainsi. Vous aimez les bananes autant que moi ? La prochaine fois que vous en dégusterez une bien juteuse, n'oubliez pas que vous devez cette texture à la culture sélective. À l'origine, les bananes sauvages contenaient beaucoup de grosses graines dures et peu de cette pulpe délicieuse. Et la pastèque sucrée, vous aimez ça ? Son histoire remonte à plus de 5000 ans. Autrefois, la chair de la pastèque était amère, d'un blanc jaunâtre, et il était très difficile de l'ouvrir. La culture sélective a encore sauvé la mise, et les pastèques sont devenues beaucoup plus sucrées. Les scientifiques japonais sont allés plus loin encore, et en ont inventé une version sans pépins. La grand-mère du maïs est une graminée mexicaine appelée théocinthe. Les grains de cette graminée étaient petits, et même plutôt rares. Il y a plusieurs milliers d'années, les agriculteurs ne conservaient donc que les graines des plantes les plus grandes, les plus savoureuses, ou dont les grains étaient plus faciles à moudre. Et nous les remercions de nous avoir donné ce délicieux maïs que nous consommons aujourd'hui. Et imaginez ça, les avocats sauvages étaient si petits qu'ils tenaient facilement dans une main. Leur noyau était si gros qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Et leur coque était également beaucoup plus dure que celle des avocats modernes auxquels nous sommes habitués. Vous ne pourriez probablement pas accomplir beaucoup de travail aujourd'hui sans votre précieux ordinateur, mais je ne peux pas vous dire exactement à qui vous devriez dire merci pour cette invention. L'ABC de 1942 est l'un des prétendants au titre de premier ordinateur. C'est l'acronyme d'Atanasoff Berry Computer, nommé d'après ses inventeurs de l'Université d'État de l'Iowa. L'ABC pesait plus de 320 kg. Oui, le vôtre est certainement beaucoup plus léger. Cette machine était composée d'environ 300 tubes à vide et possédait un tambour rotatif un peu plus grand qu'un pot de peinture sur lequel se trouvaient de petits condensateurs. Un condensateur est un gadget capable de stocker une charge électrique, comme une batterie. L'ABC pouvait résoudre des problèmes comportant jusqu'à 29 variables différentes, ce qui permettait aux scientifiques de gagner du temps. Comme les ordinateurs modernes, il utilisait un système binaire, des 1 et des 0, pour représenter tous les nombres et toutes les données. Grâce à ça, il est devenu possible d'effectuer des calculs électroniquement. Et maintenant, écoutez un peu ça. L'ABC effectuait une opération toutes les 15 secondes environ. À titre de comparaison, un ordinateur fait aujourd'hui des millions d'opérations par seconde. Contrairement à la technologie que nous utilisons de nos jours, l'ABC n'avait pas de programme enregistré modifiable. Un programme ne pouvait donc effectuer qu'une seule tâche à la fois. Un opérateur devait noter la réponse intermédiaire, puis la recomposer dans l'ordinateur. Voilà pourquoi je suis heureux de vivre au XXIe siècle. La télécommande que vous utilisez pour toutes sortes d'appareils ne date pas d'hier non plus. Nikola Tesla, qui nous a donné le courant alternatif, a conçu l'une des premières télécommandes sans fil en 1898. Il a baptisé son invention le téléautomaton,
et la présentait à l'aide d'un bateau miniature contrôlé par ondes radio. Le bateau était équipé d'une petite antenne métallique. Tesla envoyait des signaux au bateau à l'aide d'une boîte munie d'un levier et d'une clé télégraphique, sa version d'une télécommande. Ces signaux mettaient en mouvement les contacts électriques du bateau et faisaient bouger le gouvernail et l'hélice. Le concept de la télécommande s'est ensuite rapidement étendu à d'autres gadgets. La première télécommande de télévision est apparue en 1950. Elle a été conçue par la Zenith Radio Corporation, qui l'a baptisée Lazy Bone, ça veut dire gros paresseux. La Lazy Bone était dotée d'un énorme câble relié au téléviseur. Ceux qui l'ont essayé ne sont pas tombés amoureux tout de suite de cette invention. Ils se prenaient les pieds dedans tout le temps. Pas très pratique, je vous l'accorde. Si vous habitez ou travaillez tout en haut d'un immeuble, cette invention est pour vous. Voici le premier ascenseur pour passagers. Il se déplaçait à la vitesse de 12 mètres par minute. Ce n'est pas très rapide, je sais, comparé au record d'aujourd'hui qui est de 12 mètres par seconde. Mais bon, il date de 1857 et a été construit à New York. Il s'agissait plus d'une attraction touristique que d'une nécessité. L'ascenseur fonctionnait à l'aide d'un moteur à vapeur caché dans le sous-sol d'un bâtiment de 5 étages. Mais il fut fermé 3 ans plus tard parce que le public ne l'appréciait pas. C'est à cette époque que Otis Tufts a déposé le premier brevet pour un chemin de fer vertical. Son invention comprenait un wagon équipé d'un banc pour que les gens puissent s'asseoir. Un endroit idéal pour se retrouver entre amis, vous ne pensez pas? Ensuite, ils ont commencé à installer des ascenseurs dans les hôtels de luxe du monde entier. Il s'agissait de véritables salles très joliment décorées, avec des sièges rembourrés, des miroirs sur les murs et parfois même un petit lustre. Un opérateur fermait la porte et la cabine commençait sa très lente ascension. On l'utilisait car c'était à la mode. Ce n'était pas très rapide. Moi, j'ai toujours préféré les escaliers.